Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index qui reprend quelques points, mais qui est toujours dans l'extrême peur à 15. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche de fort-vente. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. En cette semaine qui voit deux temps forts fondamentaux. Deux temps forts fondamentaux. Le premier, la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ce jeudi, 9 juin. Alors, la Banque Centrale Européenne ne va pas relever ses taux cette semaine, mais on attend à ce qu'elle nous prépare à des relèvements de taux d'intérêt cet été, des hausses de taux qu'elle n'a pas fait depuis des années. Et probablement la conférence de presse de Mme Lagarde qui va nous préparer à la fin des taux d'intérêt négatifs en Europe, alors qu'aux États-Unis, la remontée des taux de la Banque Centrale a déjà commencé. Et puis, surtout, vous le savez, l'inflation a commencé son ralentissement aux États-Unis, pas en Europe. Mais la bourse est drivée par le marché action américain. Le rebond technique des indices boursiers, depuis 3 semaines, est lié au ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Elle a ralenti sur un mois. Ce vendredi est publié l'inflation aux États-Unis selon l'indice des prix CPI au titre du mois de mai. Le consensus envisage la confirmation du ralentissement. Autant vous dire que si vendredi, l'inflation ne ralentit pas, ne confirme pas son ralentissement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est tout en haut mais en tendance baissière, les graphiques arrivent, le marché action repart en crack. Le Bitcoin, 25 000 minimum, 20K dans la foulée. C'est le temps fort fondamental de la semaine et c'est vendredi à 14h30. Le Bitcoin qui a d'ailleurs rebondi sur trendline descendante suite à la vidéo d'hier pour mieux repartir à la baisse et nous faire finalement une Bart Simpson en vue 4 heures, c'est-à-dire un pump, consolidation, vous allez vous coucher, et à 2h du matin, il redrop au point de départ pour retomber et retracer toute la hausse qu'on avait eue lors de la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. On se retrouve face aux faits accomplis une fois de plus aujourd'hui et on a un Bitcoin qui même tente une cassure, vous le voyez ici, de ce bas de biseau dont on avait parlé hier. Donc c'est bien entendu le scénario pessimiste qui a été retenu. De dire effectivement, on rebondit sur la trendline pour mieux repartir à la baisse et potentiellement casser le biseau par le bas pour aller chercher quel niveau ? Le bas de range que l'on a en vue journée. Résumé de la situation actuellement sur le Bitcoin, on est toujours en tendance latérale entre les 28 500 $, ce niveau, et ici vous le voyez, les 31 800, 32 000 $. Milieu de range, au milieu du range, tout simplement, à peu près aux 30 000 $. Hier, on est sur une liquidation historique sur le Bitcoin. Regardez cette tige ici. Ça fait depuis cette tige-là, depuis le 19 mai 2021 qu'on n'a pas eu de liquidation comme ça pour les boules, donc liquidation boule uniquement. Donc ça, c'est l'horreur, quasiment le nazisme. Et ici, on peut voir que quand il y a des grosses tiges de liquidation ici, souvent, on n'est pas au bout de nos surprises. Par exemple, ici, grosse tige, hop, on continue à descendre. Ici, grosse tige, on continue à descendre. Ici, grosse tige, on continue à descendre. Ici, grosse tige, on continue à descendre. Ici, c'était quoi ça? Ouais, grosse tige, hop, ça descend. Grosse tige, ça descend. Donc, on peut le voir ici, les liquidations boules, c'est pas très bon signe pour la suite, en tout cas pour le court moyen terme. On a eu des petites exceptions, c'était par exemple ici, on a détecté le bottom de cette correction, mais c'était petite liquidation. On a eu ici grosse liquidation, exception, et après hop on monte. Ici également, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2020. Ici également, voilà, donc là en 2020 ça fonctionnait encore, c'était bullish, mais depuis c'était plutôt bearish, excepté il me semble ici, et encore c'était une petite bougie, c'était pas un gros truc. On a vu, oui, ici au niveau de l'order flow, donc c'est ici qu'on a vu beaucoup trop de positions qui se sont leveragées, donc trop de positions ouvertes, une grosse hausse de l'open interest. Beaucoup sont entrés après le mouvement haussier, donc en gros beaucoup ont raté le mouvement, on peut le voir ici, où l'open interest s'est vraiment mis à augmenter ici. Enfin, on a vu qu'il a augmenté avant, bien évidemment, mais bon, moi je fais le brief jusqu'à environ 9-10 heures du matin, donc c'était ici. Après, je suis plus dispo. Du coup, je peux pas vous faire le brief sur ce qui s'est passé dans la journée en temps réel. Moi, à 10 heures, ça s'arrête, donc j'avais la data jusqu'à 10 heures. Mais ce qui est intéressant, et du coup ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que regardez l'open interest, comment il est monté alors que le prix ne fait rien. Donc il y a un paquet de gens qui sont venus long et short ce mouvement. Ce qui est très grave, et possiblement une majorité aussi d'acheteurs et de vendeurs, enfin peu importe.
Rappelez-vous, hein, si l'open interest augmente, c'est qu'il y a et des acheteurs et des vendeurs à découvert, donc des gens qui shortent et des gens qui long. Et quelqu'un qui long, il se passe quoi? Si vous allez long le Bitcoin, vous allez créer un prix de liquidation au sud. Si vous allez short le Bitcoin, vous allez créer un prix de liquidation au nord. Ok? L'objectif du marché, très généralement, c'est de venir chercher justement ces prix de liquidation. Et oui, le marché, il est chiant, c'est un connard et il essaye de faire perdre un maximum de personnes. C'est pour ça que si une majorité de gens achètent ici, ou par exemple, si des acheteurs achètent ici avec des leviers assez conséquents, bah, ça peut être intéressant de venir les chasser justement pour chercher leur liquidation. Pourquoi c'est intéressant de chercher les liquidations? Parce que les exchanges sont rémunérés, non pas via les liquidations directement, mais via les transactions effectuées sur un exchange. C'est-à-dire que Binance, hier, s'est gavé, a vu son chiffre d'affaires exploser en 24 heures. Pourquoi? Voire en quelques heures, parce qu'il y a eu énormément de positions fermées. Une position fermée, c'est une position exécutée au marché, ou pas, mais une position qui s'exécute dans le marché, et donc Binance touche une commission. Pareil pour Bybit, pareil pour FTX, etc. Et eux, ils se gavent de cette façon. Donc Binance, ce qu'il fait, ou Bybit, FTX, peu importe, c'est qu'on paye des market makers qui, eux, sont là pour apporter de la liquidité et driver, donc en gros conduire le marché dans des points de liquidité importants. Ce qui fait que le market maker touche une commission sur ce qu'il va exécuter, Binance paye le market maker, et donc Binance lui est aussi rémunéré via le volume exécuté. Plus un exchange a du volume exécuté, plus il se fait de l'argent. Alors attention, Holders Market, c'est pas un Holders Market pour les altcoins. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de parler d'altcoins ou alors... Enfin, je n'ai pas fait d'émission sur des altcoins là depuis 2019. C'est que la météo du Bitcoin. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais shield mes bags à mes viewers ou à mes VIP. Qu'est-ce que ça s'appelle shield les bags? Ça veut dire sortir une vidéo. Le nouveau x25 liquide que tu as acheté sur KuCoin, tu vois. Ça, c'est malhonnête. Donc, pour vous dire, parce que j'ai un petit peu de pitié pour les gens qui sont shitcoin maximalistes, que les shitcoins sont dans un bear market de malade. Voilà, donc c'est pas du tout là que je me positionne. Je me positionne sur BTC uniquement en ce moment. Uniquement. Voilà. Et le reste, c'est trading. C'est-à-dire que je me considère dans un holders market pour acheter un petit peu de Bitcoin, pas faire un DCA de ouf, aveugle, etc. Voilà. J'ai des signaux très 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 précis parce que c'est réfléchi, à tête reposée, sans agir sous l'émotion. Et donc ok pour acheter du BTC. Pour le reste, bon courage à vous. Et tout ce que je n'ai pas de capital investi, ça veut dire à peu près 88% actuellement, me sert à trade. De trade en gérant mon risque. Voilà. Et je serais tenté de mettre les profits de mon trading en Bitcoin. Voilà. Si ça vous dit un petit peu l'état du marché. Mais on ne va pas trouver un bottom historique multigénérationnel en 2 jours. Hein. Surtout si tout le monde est d'accord. Hier, il fallait bien se dire que suite à la pump, ça sortait déjà les quéquettes. Hein. Et également, le dollar index est dans une phase. Donc le dollar index, lui, il est risk on, risk off. Il peut faire les deux. Là, on est dans un état de marché où le dollar index est la valeur refuge. Le dollar est la valeur refuge actuellement. Le dollar se remet à remonter, donc Bitcoin chute, S&P chute, pétrole chute légèrement, le gold chute légèrement, le yen se mange une bonne grosse claque et les bonds réattaquent leur support et peuvent faire de la continuation baissière. Donc faites très attention. Si on revient dans un environnement, le dollar index pump, ça peut être très dangereux. Moi, j'attends de voir ici justement la résolution du range. Si ça résout au nord, on va revenir probablement dans la zone qu'on avait vue ensemble. Hein. Zone de rechargement de short juste ici. Et si on y revient à ce moment-là, faudra voir si on sera sur le développement d'un top. Parce que rappelez-vous, il y a la hausse des taux en Europe qui va arriver bientôt. Et du coup, l'euro va probablement reprendre de force. Et ça, le dollar index va probablement le pricer. C'est pour ça qu'on pourrait instaurer un top sur le dollar index. Pour faire apparaître les halvings précédents, tu vas taper ici sur la barre de recherche Bitcoin halving. Hop! Et c'est celui-ci, Bitcoin Halving Event. Moi, tu vois, je l'ai déjà mis en favori. Donc, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Chaque barre représente un halving. Et si tu me suis sur cette chaîne, je t'ai déjà montré que les halvings sont très très puissants parce que vraiment, c'est eux qui vont timer le marché des cryptos. C'est eux qui vont vraiment définir quand un cycle débute et quand une phase de hausse peut recommencer. Tu vois, ici, le premier halving a eu lieu. Bim, on a eu une grosse hausse. Bien sûr, ensuite, on a eu la correction. Ensuite, à la fin de ce cycle, on a eu le nouveau halving. Il en a résulté une grosse hausse.
etc., etc. Halving, grosse hausse. Alors maintenant, ici, moi j'ai fait apparaître une ligne verticale, c'est la ligne qui représente le prochain halving. Alors, elle n'est pas inclue dans ce package, elle n'est pas inclue dans l'indicateur Bitcoin halving. Comment j'ai déterminé qu'elle se trouvait ici? Eh bien, tout simplement, je retourne dans l'indicateur et cette fois-ci, dans la barre de recherche, j'ai tapé Bitcoin halving countdown. Je ne vais pas le retaper puisque je l'ai mis dans mes favoris et hop, tu vois, ça te fait apparaître directement le jour du halving. Ensuite, je me suis dirigé ici, j'ai fait une droite verticale et je l'ai placée au point du prochain halving. Et c'est pour ça que j'ai cette ligne bleue qui matérialise le prochain halving qui aura lieu donc en 2024. Et d'ailleurs, en parlant de projets qui traversent des moments difficiles, on a Elrond qui a eu très chaud cette nuit. En effet, à 2h du matin, Benjamin Minkou a tweeté que les équipes étaient en train d'enquêter sur une suite d'activités suspectes qui avaient eu lieu sur le MaillarDex. Et dans les transactions suspectes, on retrouve plusieurs ventes massives entre 1h et 2h du matin de plusieurs centaines de milliers de dollars chacune en EGLD. Et ces ventes massives ont entraîné une chute du prix de l'EGLD qui est allée jusqu'aux 5 $ sur le DEX de Maillard. Mais heureusement, les équipes ont mis à l'arrêt le DEX pour éviter un effet domino qui aurait pu entraîner la chute du prix de l'EGLD sur les autres plateformes d'échange qui enregistrent quand même une baisse de 20% du token sur les dernières 24 heures. Et pour ce qui est de la provenance des fonds qui ont été massivement vendus, d'après les premières informations, il semblerait qu'ils proviennent de 3 portefeuilles qui ont été créés en même temps et qui auraient reçu des fonds depuis Binance qui représentent un total de 1,6 million de GLD. Et sur ces 1,6 million de GLD, les attaquants seraient parvenus à revendre l'équivalent de 5,6 millions d'USDC qu'ils ont pu transférer avant la mise en maintenance du DEX. Et les questions qui sont actuellement toujours sans réponse claire et définitive sont d'où viennent ces 1,6 millions de GLD et si cette attaque provient d'une exploitation d'une faille. Bref, pour le moment, les équipes d'Elrond sont toujours en train de travailler sur la résolution du problème et les réponses à ces questions viendront dans les jours à venir et bien sûr, je vous tiens au courant dès que l'on a plus d'informations. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'annonces de Benjamin Minkou en mode conquérant, assez sûr de son fait, et annonçant beaucoup de très bonnes choses pour la blockchain Elrond, beaucoup d'innovation, de croissance, de volume et des nouveaux records. Alors faut espérer que ce soit pas des records dans le sens du bas. A priori, la faille de sécurité, elle est pas fatale pour la blockchain Elrond, et c'est pas la sécurité de la blockchain dans son ensemble qui est remise en cause, mais une faille dans un smart contract qui a provoqué ce qu'on peut appeler un hack. La team Elrond a été très réactive. Est-ce que ce sera suffisant pour éviter une perte de confiance, en tout cas à court terme? Pas forcément, et ça risque d'avoir une incidence sur l'évolution du prix. Ça rappelle aussi qu'en période de bear market, tout va mal, de la même manière qu'en période de bull run, tout va bien, et ça prouve une fois de plus que c'est bien le Bitcoin, le token le plus sûr, et même si à titre personnel elle me plaît bien cette blockchain Elrond, faut être conscient qu'à part Bitcoin, tous les autres ne sont que des challengers. Grégory Raymond, vous allez voir, les deux sont globalement liés puisqu'il s'agit de Binance qui nous dit que la SEC ouvre une enquête sur Binance afin de savoir si le BNB, donc le BNB c'est le token de la plateforme Binance, était un titre financier non autorisé lors de sa création en 2017 via une ICO. Et attention parce que c'est ça qui est inquiétant, c'est la même interrogation qu'il avait poussée, donc là il parle de la SEC, la Security Exchange Commission, il me semble, si je dis pas de bêtises. En gros c'est l'autorité des marchés financiers, mais aux États-Unis, donc qui l'avait poussé à attaquer Ripple et son XRP. Et vous savez à quel point cette affaire fait de mal à Ripple, puisque vraiment c'est une tourmente, on parle quasiment que de ça. En tout cas, pour ceux qui ne creusent pas plus loin que cette affaire, en fait, ça donne pas envie d'aller investir sur Ripple, puisqu'on parle tout le temps de problèmes avec la justice américaine. Et là, si Binance s'enlise dans la même situation que Ripple, on va pas se mentir, c'est pas très positif. Et bien maintenant, on a un peu plus de clarification concernant le projet de loi en lui-même. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui va finalement être débattu aujourd'hui, et s'il décide d'adopter cette nouvelle loi, alors en gros, ça veut dire que le Bitcoin va devenir encore plus fort, mais les altcoins, eux, par contre, risquent d'en prendre plein la figure. Pour faire simple, ceci obligerait chaque DAO à être une entité enregistrée aux États-Unis, ça demanderait aussi aux plateformes d'échange ainsi que les émetteurs de stablecoins d'être des entités enregistrées également, ce qui met donc la DeFi dans une position assez compliquée. Qu'est-ce qu'il adviendrait des stablecoins décentralisés? Eh ben on sait pas. Aussi, ça supprimerait les lois sur les titres pour faire passer pas mal d'actifs en tant que produits sous le CFTC. Aussi, s'il y a la moindre dette, capitaux propres, profits financiers, dividendes de n'importe quelle sorte, eh bien maintenant, c'est expressément non considéré comme un produit d'actifs financiers, ce qui veut dire que ça devient un titre, et ça, c'est vraiment négatif pour les crypto-monnaies. Outre le Bitcoin, évidemment, les nouvelles mesures de divulgation rendraient aussi la gestion anonyme de projets totalement impossible pour tout qui voudrait respecter ces lois en question. Donc ouais, si vous voulez voir tout ça, eh bien vous pouvez aller sur le tweet de Adam Cochrane, ici
ici il a expliqué dans tous les détails, mais en général, comme je vous le disais, on peut simplement retenir que c'est très positif pour le Bitcoin, ça lui rendrait de la force, mais c'est très négatif pour le reste des cryptos et spécialement pour la DeFi. Du coup, si ça finit par passer, alors on va voir comment ça va pouvoir affecter les marchés encore davantage aujourd'hui. Mais souvenez-vous que ceci n'est qu'une première ébauche du projet de loi, on dirait. Donc, selon Adam ici, eh bien, il nous dit que des groupes et des lobbies vont certainement tenter de s'impliquer pour aider à modifier et affiner certaines des parties un peu floues du projet de loi qui pourraient poser problème, donc tout espoir n'est vraiment pas perdu. Je pense en tout cas que le projet ne part pas d'une mauvaise intention, donc on va voir s'ils peuvent arriver à quelque chose de plus concret pour les cryptos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti avec une première question de la part de Geoffrey. Si le BTC devient la monnaie numéro 1 dans le monde et que tout le monde se l'échange, alors on paiera un paquet de pâtes 0,000025 BTC. Pas très pratique pour compter. Alors déjà Geoffrey, merci pour ta question. La réponse est assez simple en fait. L'unité qu'on connaît, le BTC, n'est pas l'unité de base dans le code de Bitcoin. L'unité de base, c'est le Satoshi qui correspond à 1/100 millionième de BTC, c'est-à-dire 8 chiffres après la virgule, ce qui nous donne donc 1 BTC égale 100 millions de Satoshi. Si la monnaie Bitcoin devient un jour un moyen d'échange utilisé par le monde entier, alors les gens s'échangeront des petites fractions de Bitcoin qui seront mesurées en Satoshi. Donc au lieu d'avoir un prix pour ton paquet de pâtes qui sera affiché à 0,000025 BTC, ce sera juste marqué 250 Satoshi, ce qui est exactement la même quantité de Bitcoin, mais c'est beaucoup plus facile à lire. Du coup, j'en profite pour répondre en même temps à une question sur un thème assez similaire de la part de Erratic Ape. Faudra m'expliquer comment des milliards d'individus pourront se partager les quelques millions de Bitcoin disponibles. La réponse est assez similaire, puisque l'unité sur le réseau Bitcoin n'est pas le BTC, mais le Satoshi, et que chaque Bitcoin est constitué de 100 millions d'unités Satoshi, il y a donc un total de 21 millions fois 100 millions d'unités, soit 21 000 milliards de Satoshi à se partager pour toute la population. Et si un jour il y a un consensus général pour dire que 8 chiffres après la virgule c'est trop peu, il sera toujours possible de faire une mise à jour du protocole pour augmenter le nombre de chiffres après la virgule et donc rendre chaque BTC divisible en encore plus d'unités. Évidemment, lors de cette éventuelle mise à jour, ça ne changerait absolument rien à votre solde de Bitcoin, puisque si vous possédiez un BTC, alors vous posséderez toujours un BTC, c'est-à-dire un 21 millionième de toute la valeur du réseau. Première actualité du jour, on peut payer en crypto-monnaie en France, en Bitcoin, je te jure c'est vrai. Il sera possible de payer dans les enseignes du centre commercial Beaugrenelle en crypto-monnaie l'ensemble de vos achats, que ce soit d'objets, de services, etc. Tout ceci est dû à un partenariat fait avec une start-up française, Lizzy, qui va permettre de payer en crypto-monnaie dans l'ensemble des 110 enseignes de ce centre commercial en plein centre de Paris. Donc c'est une excellente nouvelle. Après, il va falloir voir évidemment comment vous allez devoir faire au niveau impôt, mais bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a quand même des évolutions qui sont ultra positives, et cela ne peut faire que du bien pour la crypto-monnaie quand on sortira du bear market actuel. MoneyGram, qui ouvre une plateforme pour les échanges dans le Salvador. Pour ceux qui connaissent pas MoneyGram, c'est un peu comme Western Union. Ça ouvrira peut-être la porte à Western Union, justement. Maintenant, moi, je suis un petit peu... c'est mon côté un peu ronchon qui me fait dire que ça va un peu à l'encontre du côté libre de la crypto et décentralisé, parce que celui qui veut pas se prendre la tête et qui veut envoyer de la crypto à ses proches via MoneyGram, bah, il va payer les mêmes frais que s'il envoyait du fiat. Si ça peut ouvrir les esprits sur l'adoption de la crypto, voilà, faut le voir comme ça, on va dire. Bah, de toute façon, on savait très bien que les mecs comme Western Union, MoneyGram, etc. n'allaient pas se laisser faire. Hein. Ils sont pas cons, hein. Ils n'allaient pas laisser passer un business sur lequel ils sont leaders aujourd'hui. Alors tu envoies des fiat depuis 10 piges. Là tu vas envoyer de la crypto, je vais pas me positionner. Les gars, il y a le PDG de la boîte, il a déclaré que la boîte qui est le pilier des envois internationaux d'oseille veut être le pont entre la cryptographie et les monnaies fiduciaires. C'est pas déconnant, mais ils vont prendre leur pièce à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas une ONG quoi. C'est souvent les mamas et les papas qui envoient de l'argent, tu vois. Donc les personnes âgées qui sont peut-être moins aguerries, ils vont passer par la facilité, ils vont voir MoneyGram, crypto, ils vont voir que ça coûte peut-être $5 de moins, et ils vont passer par ça. Mais ça sera peut-être mettre un pied dedans, et petit à petit, ils vont se rendre compte que même là, ils se font un peu... Jusqu'à ce qu'ils aient leur portefeuille sur leur téléphone, et qu'ils envoient du TRX sur le réseau TRX directement à leurs enfants, sans frais. Enfin, sans frais. Quasi sans ça frais. viendra vite, je pense. Ça viendra vite. Après, il faut voir hein, s'il n'y a pas trop de frais et que c'est pratique et tout. Ça peut avoir rencontré son petit marché. Hein. Moi, je suis pas contre tout ce qui se fait. Je dis juste que c'est une autre manière de taxer, quoi, quelque part, sur un truc qui, à la base, est déjà taxé. Tu payes déjà des frais de transfert. Donc, c'est Lacoste qui débarque dans le Web3, nous dit Asher, avec un premier drop. Donc un drop NFT très probablement, vous en entendrez parler très prochainement.
Il dit d'ailleurs qu'il va accompagner Lacoste dans cette aventure, donc ce déploiement sur le Web3 avec sa société de consulting, donc H Consulting. Donc regardez ici, on a Lacoste qui publie directement sur leur compte officiel. Vous avez ici le petit histogramme certifié. Vous voyez, courte vidéo donc de 3 secondes, coming soon, donc il n'y a pas plus de détails pour le moment. Nouvelle expérience Lacoste, donc ça c'est plutôt quand même intéressant de voir de plus en plus de grosses entreprises, je vous le dis assez souvent, qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est métaverse, monde virtuel, et notamment aussi avec les NFT. Et pendant ce temps, on a Epic Games qui va intégrer leur premier jeu Play to Earn dans leur store. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Epic Games est le studio et distributeur de jeux vidéo qui est derrière plusieurs jeux populaires, comme par exemple Fortnite. Et aujourd'hui, on apprend que, en partenariat avec la plateforme de gaming blockchain Gala Games, qu'ils vont proposer sur leur store le jeu Grit, qui est un battle royale qui a pour décor le Far West et qui propose des éléments du jeu en NFT. Et le communiqué de presse de Gala Games semble suggérer que Grit ne sera pas le seul jeu Play to Earn à être lancé sur le store de Epic Games. A savoir que le développeur Steam, qui est un des concurrents de Epic Games, a lui interdit tout jeu en lien avec le Play to Earn, et donc ici on voit que Epic Games fait partie des acteurs les plus ouverts à ce secteur, et avec le listing du jeu Grit, ils prennent une longueur d'avance sur la concurrence qui finira tôt ou tard par suivre la tendance. Je vais vous parler de STEPN, donc STEPN, l'application Move to Earn qui a eu une nouvelle problématique dernièrement, en plus du cours des divers tokens qui avaient baissé. Il y a eu hier une attaque de déni de service, distribué. Donc c'est quand en fait des milliers ou des millions d'ordinateurs envoient des requêtes sur vos serveurs pour les saturer. Et si ça fait un moment, vous pouvez plus du tout utiliser le site. Là c'était une attaque déni de service sur STEPN. Ça a plus fonctionné pendant un certain temps. Là je suis allé vérifier sur le compte Twitter de STEPN, c'est bon, c'est revenu. Donc tant mieux, mais voilà, on voit un peu aussi les limites de STEPN au niveau de la scalabilité, mais ça honnêtement ça peut arriver à pas mal de choses. Ils le savent et ils ont même ils ont pris un advisor, donc un consultant qui a pour principal rôle de trouver des solutions pour faire en sorte que l'économie de STEPN soit vraiment viable sur le long terme. Je me rappelle plus de son nom, mais j'avais retrouvé un tweet de lui où il mettait un extrait d'une interview dans laquelle il avait figuré, et il disait que effectivement le business model de STEPN actuellement n'était pas viable sur le long terme, que la tokenomics n'était pas viable sur le long terme, et que son rôle en tant qu'advisor chez STEPN était principalement de trouver des solutions à ce problème. Si jamais je retrouve son Twitter ou l'extrait de l'interview, ou même l'interview complète, je vous la mettrai en description. Bon, par contre, ce sera en anglais, donc il faudrait pas être anglophobe. Le souci, entre guillemets, c'est que ces fonctionnalités et ces solutions ne vont pas être pondues en 2 jours ou en 2 semaines. Il va falloir probablement compter ça en mois. Donc, entre aujourd'hui et le moment où ils implémenteront les premières solutions pour rendre l'économie viable sur le long terme, il va se passer pas mal de temps, enfin, il risque de se passer pas mal de temps, et donc le prix du token dans l'état actuel va continuer de baisser. Il n'y a aucune raison que le prix du token ne remonte, puisque c'est un token avec une supply illimitée. Il y a de plus en plus de GST minés chaque jour par rapport aux GST brûlés, donc le nombre de tokens continue d'augmenter, sa rareté continue de diminuer, et sa pression acheteuse continue de diminuer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai décidé de tout revendre. J'ai revendu mes chaussures le week-end fin mai, le week-end du 28-29 mai, et je les ai revendues à 12 ou 13 sols, mes chaussures. Donc c'était au floor des chaussures au niveau 9 avec Ind Mint, alors que si j'avais décidé de les revendre aujourd'hui, une chaussure niveau 9 avec Ind Mint, c'est 4,4 sols. Donc moi ma stratégie là ça a été de tout revendre, sortir totalement du projet. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.